Mesdames, Messieurs, j'ai le bonheur d'avoir avec vous dans l'usage commun la langue que je parle. Et croyez que c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir exprimer mes idées en étant certain que les nuances que je mettrai dans cette expression seront parfaitement captées. Si je mentionne ce point, c'est qu'évidemment, vous devinez comme moi qu'étant français, je dois, m'adressant dans cette circonstance si particulière à mes amis tunisiens, respecter les codes qui veulent qu'étant votre hôte, je dois éviter de me prononcer sur les événements dont vous avez à connaître et à organiser les suites. Merci tout d'abord à vous tous d'avoir pris le temps de venir à ma rencontre et croyez que je suis singulièrement ému de voir parmi vous tous et vous toutes les jeunes visages, leurs yeux qui brillent et qui, m'écoutant, vont entendre parler d'un ton et d'un mode qui leur paraîtra peut-être nouveau, qui surprendra moins mes contemporains et ceux de ma génération. Merci à vous, cher Abderrahmane, qui depuis 48 heures avait pris en main de cette façon magistrale mon séjour ici, ainsi qu'aux camarades du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Je savais très bien quel contexte serait celui de mon arrivée. Un rebond dans le processus de la révolution tunisienne. Néanmoins, chacun de mes amis a eu soin de donner le meilleur de lui-même et je dois vous dire que je suis très touché par les conditions dans lesquelles vous m'accueillez, alors que tant de sujets vous retiennent. Le bureau politique du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, puis le comité du Front Populaire, mes camarades, le président de la République lui-même, l'UGTT ce matin, et enfin, peut-être d'abord la famille de M. Belaïd, ont fait l'extrême honneur et l'amitié de nous recevoir. J'étais venu parler du thème général de l'écosocialisme, et je vais vous en parler. J'ai redouté le moment où il me faudrait commencer devant vous cette conférence. Est-ce que je parviendrai à faire passer quelque chose de la vision que j'ai sur les événements qui vous occupent? Bien sûr, vous êtes le nez dans le guidon, si j'ose dire. La révolution vous semble terriblement tunisienne. Les difficultés qui vous assaillent, parfois, paraissent devoir vous écraser. Mais nous qui avons le confort de vous regarder de l'extérieur, nous savons que cette révolution n'a de tunisienne que l'endroit où elle se déroule, d'arabo-musulmane que la culture dans laquelle elle prend place, et qu'en définitive, elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, dans lequel est embrasée aujourd'hui l'humanité tout entière. Et c'est d'abord de cela dont je veux vous parler. Le monde est entré dans une bifurcation quasi totale. Qu'est-ce qu'une bifurcation? Pourquoi le mot se distingue-t-il de l'ancien mot révolution? Une bifurcation, c'est un événement qui se produit à l'intérieur d'un système dynamique dont un seul des paramètres change et change totalement la direction générale dans laquelle vont les événements. En quelque sorte, comme si quelqu'un qui serait au volant d'une voiture conduisant à toute vitesse viendrait à être piqué soudainement par une guêpe. On imagine la conséquence disproportionnée par rapport à la nature de l'événement initial, comme l'est la révolution tunisienne succédant à un événement aussi fortuit que le suicide d'un homme désespéré. Comme ce fut le cas pour vous. Mais comme ça avait été auparavant le cas pour la révolution
au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, et ainsi de suite. Quelle est cette bifurcation? Je vais la prendre depuis l'angle le plus large, celui auquel on songe le moins souvent. C'est le changement de la condition humaine elle-même, une bifurcation anthropologique, celle qui résulte du nombre que nous sommes. J'ai 61 ans. Lorsque je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur Terre. Il y en a 7 milliards. C'est-à-dire que la population humaine a doublé du temps de l'existence d'une seule personne. Et l'histoire profonde nous montre que chaque fois que la population humaine double, il se produit un grand changement dans les conditions dans lesquelles elle s'organise et elle vit. C'est au doublement de population que correspond le passage au néolithique. C'est au doublement de population que correspond le passage à l'âge du fer, puis à l'agriculture. Croyez-vous donc que la population aurait doublé sans qu'il se soit rien produit dans la condition humaine? Bien sûr que non. Un processus profond de socialisation accélérée des relations humaines s'est mis en place à travers l'urbanisation du monde. Lorsque je suis né, à peine le 40%, peut-être le 30% de la population humaine vivait en ville. Plus de 60% vivent en ville aujourd'hui. Cela signifie que les conditions spontanées de prise de conscience de la vie en société, aujourd'hui, dépendent d'un environnement de plus en plus étendu d'interdépendance, depuis les actes les plus intimes jusqu'aux plus collectifs. Il est peu courant dorénavant qu'on naisse à la maison, et tout aussi rare dans nos sociétés qu'on meurt à la maison. Pour chaque acte, une machinerie sociale extrêmement complexe se met en mouvement, et chacun d'entre nous en a conscience. Si bien que une conscience que je vais mettre entre guillemets socialiste, spontanée, surgit en chaque individu qui lui fait comprendre que son sort personnel est lié à celui de tous les autres. Comme quand on habite au 4e étage, on sait bien qu'il n'y aura pas d'eau courante s'il n'y en a pas au premier. Et ainsi, à Lima, kilomètre 40, on ne peut avoir d'eau s'il n'y en a pas au kilomètre 20. Cette urbanisation, qui résulte du nombre des êtres humains, va produire d'autres effets qui sont sous nos yeux. Regardez l'alphabétisation. C'est-à-dire cette capacité extraordinaire de ne plus dépendre de la tradition orale pour connaître et se souvenir, pour apprendre et transmettre, qui sont des activités fondamentales de la communauté humaine de base. L'alphabétisation, qui dans les années 50 représentait à peine le 40% de l'humanité, représente 80% des êtres humains de notre planète et 90% de la population tunisienne. Car il aurait fallu que je mette en regard ce que je viens de dire avec les conditions de votre propre pays. Je pense que le souvenir est encore vif parmi beaucoup d'entre vous de ce qu'étaient les conditions d'existence de vos parents ou de vos grands-parents. Tout comme nous les Français. En attendant, vous voici pour 70% d'entre vous vivant en ville. Ce n'était pas le cas, vous le savez bien, au milieu du siècle précédent. Enfin, je terminerai sur un des éléments de cette bifurcation anthropologique qui, à mes yeux, a une grande importance sur la définition de la condition humaine elle-même. C'est l'accès aux moyens de la contraception. La Tunisie a été extrêmement avancée dans ce domaine, bien avant la France. Mais regardez quelle rupture cela introduit dans la vie des êtres humains. Qu'une aptitude biologique cesse d'être un destin social. Ce premier exemple contamine ensuite tout le regard que l'on a sur soi-même et sur les autres. Un être humain ainsi est davantage et au-delà, même s'il est son corps. Enfin, l'idée peut être bien plus prégnante que la pensée, bien sûr, sera toujours plus que le corps pensant, mais jamais moins que lui. Les deux vont ensemble. Voilà les éléments que je voulais mettre en avant pour signaler la transformation de la condition humaine. Si bien que quelqu'un a dit, au moment même où l'on accablait les sociétés arabo-musulmanes
de toutes sortes de commentaires malgracieux sur leur condamnation en quelque sorte pour toujours à être amis de l'obscurantisme. Les démographes qui observaient tous les points que je viens de relever ont dit c'est tout le contraire. Dès lors que s'opérait la transition démographique qui fait que la moyenne d'enfants par famille, par femme, qui s'observe en Tunisie est comparable à celle qui s'observe en France. Elle est inférieure à Tunis même. Eh bien, ces sociétés connaîtraient le même processus d'individualisation des rapports sociaux que rend possible à la fois la multitude humaine et la singularisation des rôles individuels. Ce premier exemple de bifurcation en appelle un second. C'est la bifurcation écologique. Non, la crise du système écologique n'est pas un des chapitres de nos programmes politiques. Ce n'est pas un alinéa parmi tant d'autres. Nous savons tous, et nous devons savoir, qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. La fin de cet écosystème signifierait immédiatement la fin de toute discussion politique, y compris à propos de l'écosystème. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas passer à côté de notre responsabilité commune d'être humain, dans toutes les circonstances politiques que nous affrontons, de ce fait que le réchauffement climatique perturbe profondément l'avenir prévisible des sociétés humaines, que nous ne pourrons pas échapper à ce défi, et vous en particulier, la jeune génération. La Banque mondiale elle-même, qui n'est pas un organisme habitué aux élans de philanthropie, prévoit un réchauffement climatique de 2 à 4 degrés d'ici 2100. Cela signifie pour vous en particulier, comme pour nous tous riverains de la Méditerranée, une élévation du niveau de la mer de plus de 50 cm. Imaginez-vous 50 cm d'eau chez vous. 70% de la population tunisienne vit à moins de 100 km du littoral. 50% de la population française vit à moins de 100 km du littoral. 50%. La moitié de notre population, les 2/3 de la nôtre. Pouvons-nous considérer que c'est là un phénomène qui n'a pas vraiment d'importance pour nous, qui concerne quelques amis des animaux de la mer ou de la terre? Non, nous sommes tous impliqués et concernés par cette bifurcation. Le réchauffement climatique conduit à ce résultat que là où il y avait une crise de sécheresse tous les 10 ans dans le Maghreb, il y en a une tous les 2 ans dorénavant. Et que ceci se traduit en particulier, non seulement par une désorganisation sociale de la vie à la campagne, mais aussi par l'avancée du désert qui réduit les possibilités d'implantation humaine. La transition climatique se moque des frontières, elle se moque des accords régionaux, elle se moque des accords de défense. Quand la sécheresse ou l'inondation est là, les populations s'enfuient. Elles passent des frontières d'autant plus facilement que celles-ci sont plus ou moins réelles ou plus ou moins artificielles, désorganisant les États, leur organisation, leurs relations mutuelles. Les 2/3 des migrations, le Nord ne le sait pas assez, ont lieu entre pays du Sud. C'est-à-dire là où les systèmes écologiques, économiques et politiques sont déjà les plus fragiles. L'accélération de la transition climatique sera donc en même temps une accélération des crises politiques, économiques liées à ces mouvements de population, eux-mêmes dépendants des évolutions du climat. C'est pourquoi nous n'y échapperons pas. Enfin, dernier élément et non le moindre, puisque c'est celui qui est d'abord le premier moteur des changements, des bouleversements que connaissent nos sociétés. C'est la transition géopolitique. Un ordre du monde est en train de s'achever sous nos yeux. Un ordre géopolitique.
celui qui a été construit à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, qui elle-même avait eu à connaître les effets différés, non réglés, de la crise de la Première Guerre mondiale. Le marché s'était contracté et la moitié de l'humanité était hors système du marché. C'était le fameux camp socialiste. Ce système s'est effondré, mais pour autant le capitalisme a dû sans cesse découvrir de nouvelles aires d'expansion. Mais comme chacun d'entre vous, j'imagine, connaît la contradiction qui traverse ce système, c'est que d'une part, il donne un caractère social de masse à la production, mais il réduit la base de la consommation par la compression des salaires. À mesure que les moyens de production s'étendaient, la base capable d'accueillir ces produits se réduisait. En dépit du fait que d'une façon incroyable, on avait organisé un système de frustration généralisée par la publicité et la mise en scène d'un besoin effréné de consommation jamais satisfait. Ce système a donc trouvé une ère d'expansion inouïe dans le crédit, c'est-à-dire dans la dette. Et la première des dettes aujourd'hui, c'est la dette privée. Celle qui a résulté du fait qu'on a offert du crédit en échange du fait qu'on ne donnait pas des salaires. Il fallait bien qu'à un moment, cette contradiction vint à exploser. C'est ce qui s'est produit en particulier dans la crise des subprimes aux États-Unis, qui en est la figure quasi emblématique. On a prêté à des pauvres de quoi acheter des maisons qu'ils ne pouvaient pas se payer par des loyers qu'ils auraient payés avec leur salaire. Jusqu'à ce que cela s'écroule en 2008. Mais en 2008, nous n'avons fait que voir un des aspects de la fragilité du système qui avait mûri de longues mains et qui continue d'être à l'œuvre encore aujourd'hui. Ce système a donné le pouvoir extraordinaire aux États-Unis d'Amérique de dépenser sans compter et sans avoir jamais à rendre compte de la monnaie qu'il émet. Depuis le 15 août 1971, les États-Unis d'Amérique n'offrent plus aucune compensation matérielle en échange de leur dollar. Jusque-là, vous le savez peut-être, on avait contre un dollar une certaine quantité d'or, c'est-à-dire une valeur matérielle. Depuis, il n'y a plus de corrélation entre les deux. Une masse gigantesque de dollars a été émise, qui représente plusieurs dizaines de fois toute la production matérielle réelle opérée dans l'humanité. Si bien que, si vous aviez tous en main à cet instant les dollars en circulation et que vous vouliez courir acheter pour la valeur de ce que vous possédez dans vos mains, les prix exploseraient et seraient multipliés par 60, par 70, par 100 peut-être, tant la masse de monnaie est déconnectée des valeurs réelles matériellement produites. C'est ce mouvement inouï d'argent qui circule, tournant sur lui-même et produisant des taux de profit sans commune mesure avec ce qui avait jamais été produit jusque-là. Il y a encore 20 ans ou 30 ans, un placement financier dans l'industrie rapportait du 4 ou du 5% les jours d'extrême fête. C'était en